Ouais, les gars, les blogueurs ou bien l'influenceur Sheikh Omar est en train de cacher tout sur la situation de Damiba en disant que Damiba risque la peine de mort à la suite de son extradition au Burkina Faso. Donc, la vidéo est un peu longue. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum. Comme d'habitude, on ensemble. Les numéros utilisés par Damiba, c'est des numéros qui sont reconnus comme étant des numéros utilisés par Damiba. Le gouvernement togolais qui lui a accordé l'asile a été clair lors de la négociation. Quand les hommes du capitaine ont pris le pouvoir, il était réfugié dans son camp. Quand sa garde a voulu réagir, vous avez vu à cette époque la voiture criblée. Et puis il y avait le sang dans le véhicule. Vous avez vu? C'était les échanges de coups de feu entre la garde rapprochée de Damiba et les hommes d'Ibrahim. Les premiers éléments qui ont voulu tenter ont été neutralisés. Les véhicules, les Burkinabés peuvent témoigner si ce que je dis est vrai ou faux. On a tous vu les images. Le Togo s'est engagé à faire quoi? Parce que quand les idiots vont s'asseoir sur le plateau de télé, ce qui me tue, les causes à effet, il y a une procédure, c'est-à-dire qu'ils oublient tout et puis ils tombent dedans et commencent à parler. Quelle a été la garantie que le Togo a donnée au Burkina pour que Damiba, il lui soit permis de sortir du Burkina Faso? Sinon, on pouvait aller prendre Damiba là où il était. Quelle a été la garantie? La garantie, le Togo a dit, je me porte garant. Laissez-le venir, je me porte garant. À titre humanitaire, voilà comment Damiba a été reçu au Togo. Quand des idiots vont s'asseoir sur des plateaux de télévision de merde pour raconter leur vie de merde, je leur ai toujours dit, arrangez-vous que je ne tombe pas sur vos bêtises. Parce que je suis le dernier carré, je suis le dernier stop. Tu arrives chez moi, tu t'arrêtes. On a parlé, on a négocié avec le président Faure Gnassingbé, qui a donné toutes les garanties pour dire que lorsque Damiba sera là-bas, il n'y aura pas de politique. On lui a dit, pas de politique, pas d'ingérence. C'est la garantie que le Togo a donnée. Et c'est cette garantie, c'est sur cette base-là que le capitaine a laissé sortir Damiba de Burkina Faso. Mais quand il est arrivé au Togo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord mis bas la terre. Il a eu des rencontres entre lui et des envoyés de Ouattara. Il y a eu des coups de fil entre lui et Ouattara. Qui n'a pas renoncé à déstabiliser l'AES à travers le Burkina ou le Mali. Donc Damiba était pisté sans qu'il ne se rende compte qu'il était pisté lui-même. Depuis le Togo, on espionnait Damiba. Ça aussi, je vais vous l'apporter comme information. Vous croyez qu'on a laissé Damiba partir comme ça au Togo? Je vous en prie. On avait des espions, on avait des éléments du renseignement burkinabé qui étaient au Togo, à Lomé, et qui le surveillaient. Je répète, on avait le renseignement burkinabé au Togo qui le surveillait. Donc on savait tout. C'est un rancunier, on le sait. Quand vous avez fait la formation militaire, quand vous connaissez le comportement de quelqu'un et qu'on vous dit laissez tomber, sachant bien qui est la personne, vous prenez vos distances. On dit quoi en bon français? Celui qui va loin met dans sa monture. On savait qu'il n'allait pas résister à la tentation de vouloir s'attaquer au Burkina. Donc, sans qu'il ne sache quoi que ce soit, il croyait qu'on était des novices, des petits arrivés au pouvoir, on ne comprend pas grand-chose dans la politique, on l'a laissé se berner de ses propres illusions pendant qu'on le pistait, il ne savait pas qu'on était sur son dos. On l'a pisté, on l'a espionné, même ce qu'il devait manger, on le savait à Ouagadougou. Qu'il avait ces culottes-là, on savait à Ouagadougou. Avec qui il parle, on savait à Ouagadougou. On savait tout de lui. Nous sommes des élèves du KGB, n'oubliez pas. Nous sommes des élèves du KGB, qui est devenu FSB aujourd'hui en Russie. Donc on a pisté Damiba jusqu'à ce qu'il tombe dans le piège. Il a commencé, on ne s'est pas précipité. J'ai l'habitude de dire aux gens, je dis la patience est une arme délicieuse, efficace et redoutable, la patience. Dans le renseignement, on va vous dire que la patience est la meilleure arme. Et c'est ce que nous avons utilisé contre Damiba, la patience.
on l'a laissé faire ce qu'il voulait parce qu'il fallait des preuves tangibles. Pourquoi ça a été rapide au Togo? Parce que depuis le Togo, il y a d'autres éléments que nous avons donnés à la justice togolaise qui ne sont pas sortis du Burkina Faso, mais des éléments de preuve sur place au Togo. Indiscutable. Voilà pourquoi Damiba, ça n'a pas été compliqué de l'extrader à la demande du Burkina. Le Togo même a été surpris parce que le Togo lui-même, qui sous-traite son renseignement avec la DGSE, le Togo lui-même a été surpris de l'efficacité du rapport qui a été produit. Le rapport produit, c'est à deux niveaux. Un rapport qui est sorti du Burkina avec ses témoignages et un autre rapport produit directement sur le territoire togolais. Et que le Togo même a été étonné. Pourquoi le Togo est resté admiratif? Parce que Faure Gnassingbé a compris, il dit, je suis un rusé, mais je crois que ces présidents de l'AES, ce sont des maîtres en la matière. Donc je suis plus petit alors que j'ai duré dans le pouvoir, mais ceux-là, je ne peux pas m'amuser avec eux. Et Faure Gnassingbé a compris que nous ne sommes pas un petit jouet et nous ne sommes pas des enfants de cœur quand il s'agit de notre souveraineté. Le dilemme était clair. Le choix était clair. Ou tu soutiens la France, Alassane Ouattara, Damiba, et tu mets un coup de frein à notre coopération, et puis c'est terminé. Mais Damiba, Faure Gnassingbé a gros à perdre s'il veut faire ce jeu. Pourquoi? Pour la simple raison que, après avoir fait cette modification constitutionnelle, pour rester au pouvoir, il a besoin de notre soutien. Il a besoin de notre argent pour injecter dans l'économie togolaise. Qu'est-ce qu'Abidjan peut injecter dans l'économie du Togo? Qu'est-ce que la France peut faire qu'elle n'a pas encore fait pour l'économie togolaise? Alors que nous, avec le port du Togo, nous injectons des milliards chaque année, ce que la Côte d'Ivoire, le Sénégal ont perdu. Bien entendu, la Guinée aussi est dedans, puisque la Guinée a rendu les choses compliquées. Donc le Ghana est revenu récupérer sa part, mais le Togo ne veut pas perdre l'avantage qu'il a, parce que si le Togo veut jouer les durs, on va toucher au Ghana. Le temps d'avoir notre port à nous, parce qu'on aura un port, il va falloir ouvrir un canal pour que les petits et moyens bateaux puissent entrer au sein de l'AES. Et Faure sait que c'est pas dans son intérêt, en tout cas pas pour l'instant. Il avait le choix. Soit il nous écoute, soit il suit la France, il perd notre collaboration, et puis nous on se tourne à... On n'a pas fait palabo. Il a compris. Donc, Damiba préparait ce truc-là depuis longtemps et nous le savions. Ce qui fait que mettre la main sur ces personnes-là, c'était très facile parce que pour frapper quelqu'un, il faut aller à la racine du mal. Pour soigner, il faut aller à la racine du mal. Mais souvent, quand les gens me contactent par rapport à mes produits, ah, Keïta, surtout les hommes, ah, Keïta, madame est fâchée la nuit, je démarre pas, c'est compliqué. J'ai dit, il y a forcément, il dit, non, Keïta, il dit, non, mon ami, tu dis pas la vérité. Il y a forcément quelque chose. Est-ce que tu as l'hypertension? Ah, ouais. Est-ce que tu as le diabète? Est-ce que tu as l'insuffisance rénale? Est-ce que tu as la prostate? Voilà. Quelques cas qui peuvent jouer sur ta performance. Je dis, ah, d'accord. C'est la même chose en politique. Il y a forcément une cause quelque part. Et la cause, nous, on va pas attendre Damiba de nous fournir ça. À nous d'aller chercher les informations. Donc, on a mis des gens sur le dos de Damiba, ce qu'il ne savait pas lui-même. Pour dire qu'on peut plus nous apprendre à jouer à la recherche de l'information. Et c'est ça qui a tué Alassane Ouattara et c'est ça qui a tué Emmanuel Macron. Comment c'est arrivé? Alors, je vais vous expliquer le jeu d'échecs. Vous avez vu que j'ai mis une image échec et mat. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant que Donald Trump, l'envoyé de Dieu, l'idiot pour le monde, parce que Dieu aussi, quand Dieu veut vous aider, il envoie un dirigeant bête. C'est-à-dire que Dieu ne va pas descendre pour dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, Dieu vous envoie des dirigeants pour comprendre ce que vous devez faire. Et quand Dieu a envoyé Emmanuel Macron, non, c'est pas fait prier, on a compris tout de suite que c'était l'heure de notre délivrance, l'heure de notre souveraineté. On a récupéré pour nous, et puis on s'est assis, on dit on bouge plus. Maintenant, Donald Trump, Dieu l'envoie aussi pour que le monde comprenne. Et le Canada a compris. Donc, pendant que Macron fait la grande gueule à Donald Trump, il veut montrer que la France est une puissance
militaire. Il veut montrer que la France est une puissance économique. Pendant qu'il est consommé par deux fronts. Le front américain à l'extérieur, le front ukrainien à l'extérieur et la contestation interne. Quel président peut supporter tout ça? Maintenant, il porte lunettes. C'est devenu compliqué pour Macron. Donc Macron n'a plus le temps pour l'Afrique. Il n'a pas le temps pour Ouattara. Il n'a pas le temps pour Damiba, puisque Ouattara tarde à produire des résultats. Donc il dit, hey, écoute, réfléchis, le temps que tu as fini, il faut que je règle ça avec Poutine, avec Trump, et puis chez moi aussi c'est chaud. Donc pendant que c'est chaud dans tout ce coin, nous on est en train de construire aussi notre stratégie. Attention, écoutez très bien. Donc pendant que la France est occupée, et Ouattara aussi est occupé, c'est pas fini, hein? Échec mat, comprenez bien. L'image est excellente sur YouTube, je vous en prie. Alors, Ouattara, échec et mat. Ouattara fait quoi? Ouattara est obligé de s'appuyer sur des gens qui n'ont aucune valeur, des gens qui n'ont aucune substance. Patrick Hachi, pour prendre la place d'Adama Bitogo qui est devenu visiblement trop gourmand. Donc, écarter Adama Bitogo et positionner Patrick Hachi, c'est ce que Ouattara a fait. Il n'a pas le choix. Parce qu'il faut d'abord affaiblir Adama Bitogo, politiquement parlant. Il faut le dépouiller de tout ce qu'il a comme protection constitutionnelle. On attend, on dit qu'il sera nommé dans le Conseil constitutionnel, quelque part au Togo, vrai ou faux, c'est Dieu qui sait. Mais il a perdu. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Quand vous quittez la présidence de l'Assemblée nationale, soit c'est ambassadeur quelque part pour aller vous cacher, soit c'est président d'une institution. Mais quand on vous fait sortir du pays, c'est ça veut dire autre chose. Mais si jamais il est élu, il est nommé ambassadeur ou il est nommé président de cette institution sous-régionale, le Conseil de l'Entente, ça veut dire que il doit renoncer à son titre de député, de maire, puisqu'il ne pourra pas exercer ça en tant que président du Conseil de l'Entente. Et Ouattara est très intelligent, donc il va détruire, mais il appartiendra à Adama Bitogo, soit de dire, je suis pas intéressé, c'est tout. Parce que si Adama Bitogo renonce, c'est fini, Ouattara va le détruire. Comme il dit qu'il est homme de mission, donc Ouattara va l'envoyer en mission. Celui qui dit qu'il est homme de mission, Ouattara va l'envoyer en mission. Si je peux dire au président Ouattara, merci, monsieur le président, mais je préfère, Monsieur le Président, nommer quelqu'un, je préfère rester député, je préfère servir la Côte d'Ivoire en tant que député, c'est tout. Mais Ouattara ne peut pas l'obliger. Hein. Il faut que, pour une fois, quelqu'un dise non à Ouattara. Ouattara peut l'attaquer, mais sur le plan légal, ce sera compliqué de le dépouiller de son statut de député, parce que Ouattara joue aussi sa crédibilité. Il a fait avec Sorogio, il a fait avec Gbagbo Laurent, il a fait d'autres personnes. Est-ce qu'il va continuer la bêtise? Parce qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Donc, je crois qu'Adama Bitogo doit être plus déterminé. Il dit non, il reste parce qu'il fait l'erreur d'accepter, c'est fini pour lui. Ouattara va le détruire. C'est fini. Je vous avais annoncé tout ça. Hein? Ouattara, il fait. Alors, donc, Ouattara est occupé à gérer des problèmes internes parce que Ouattara cherche un successeur à son fauteuil. Ouattara voit plus Ténébrahima. Ouattara a besoin de Ténébrahima. Merci à toi, Fatih Kabore. Ouattara a besoin de Ténébrahima pour assurer la succession du vol. Parce que l'argent que Ouattara a volé, le jour qu'un audit sera fait véritablement sur la gestion financière de Ouattara, je jure sur le Saint-Coran, beaucoup d'Ivoiriens vont tomber en crise cardiaque. Le jour où ils vont faire un audit sur l'argent que Ouattara a pris personnellement pour lui-même, beaucoup d'Ivoiriens vont tomber à syncope. Beaucoup vont tomber en crise cardiaque. Ils ne croiront pas. Mais Ouattara veut préserver tout ça et mourir. Ne pas être humilié. Donc, mettre quelqu'un là qui va assurer la pérennité de cette bêtise. Et la seule personne à qui Ouattara peut avoir confiance pour continuer cette bêtise, c'est Ténébrahima. Puisque Ténébrahima lui-même est un voleur. Donc, Ouattara va fermer les yeux sur les quelques milliards qu'il va continuer à voler lui-même. Donc, Ouattara aura besoin de Ténébrahima. Et pendant qu'ils font leur magouille, ils ont laissé un électron libre. Damiba n'était pas encadré. Damiba était un militaire qui est arrivé au pouvoir, qui a fait, je crois, 8 ou 6 mois de pouvoir. Et puis Ibrahim l'a destitué. Donc, Damiba n'a
pas la culture, il n'a pas la maîtrise. Et maintenant qu'on l'a laissé électron libre là, il a commencé à faire des erreurs. Moi, je suis pas président, mais je ne ferai jamais les erreurs que Damiba a commis. Jamais ça, si c'était moi, jamais j'allais commettre ces genre d'erreurs. Le Damiba a commis des erreurs, il va payer. Maintenant, est-ce que lorsque nous avons demandé l'extradition de Damiba, vous croyez que la France n'a pas mis son pied dedans? La DGSE au Togo, je vous en prie. Le Togo savait très bien et la DGSE a fait ce qu'elle devait faire pour informer l'Élysée. La DST en Côte d'Ivoire savait très bien à travers ses canaux de communication avec la DGSE. La DST savait, la DST a informé Ouattara. Mais maintenant la question, est-ce que Ouattara allait se mouiller publiquement dans cette affaire? Est-ce que la France allait se faire mouiller publiquement dans cette affaire? Alors ça, ce sont des questions que beaucoup devraient se poser. Est-ce que Ouattara allait s'impliquer? Est-ce que Ouattara voulait que son image soit... Alors qu'on a toujours dit que la Côte d'Ivoire a une part de responsabilité dans toutes les tentatives et que l'idiot qu'ils appellent photocopie, Michelet, la bêtise humaine appelée... Comment vous l'appelez là? La bête là? Comment vous l'appelez? Porte-parole. Est-ce qu'il peut mettre sa bouche dedans? Parce que si vous dites que le Burkina n'apporte aucune preuve, écoutez ici maintenant, c'est là que la folie de Keïta arrive. Quand vous servez le bon Dieu et vous ne laissez jamais tomber. Je ne sors pas tous les jours, ça c'est vrai, mais je m'en excuse. C'est parce que les commandes étaient énormes pour être sincère avec vous. Il y avait tellement de commandes que je ne pouvais pas. Donc il fallait, et puis il y avait l'anniversaire de Gaussou, les 9 ans, il fallait faire quelque chose d'exceptionnel pour lui. Voilà. Et puis bon, on a aussi un mariage aussi qui est là, j'ai une de mes nièces qui doit se marier. Et puis bon, ben, voilà. Puis il y a mon petit frère Abidjan avec qui je... Alors, donc, revenons un peu rapidement. Alors, regardez bien quelque chose va se passer là. La Côte d'Ivoire a toujours nié son implication dans les tentatives de déstabilisation. Nous lançons un mandat d'arrêt. Vous croyez que le mandat d'arrêt qui a été lancé, la CEDEAO n'était pas au courant? La CEDEAO savait très bien, la CEDEAO n'a rien dit. La France savait très bien, la France n'a rien dit. La Côte d'Ivoire savait très bien, la Côte d'Ivoire n'a rien dit, parce que la Côte d'Ivoire, en voulant intervenir, allait donner raison tout de suite au capitaine. Mais je vais vous faire écouter ça, je vous en prie. Hein. Je vais vous amener ici, j'espère que vous allez pouvoir apprécier avec moi. Hein. Voilà, écoutez ça aussi, on va écouter ça. Président du Togo, Son Excellence. Vous savez qui parle, non? Faure. Écoutez. Chaque acte que nous posons définit l'avenir. Imaginez que vous... Écoutez bien, chaque acte que nous posons, c'est votre petit idiot, la saleté de merde et la gueule de porc, la makoso. Chaque acte qu'on pose détermine l'avenir, c'est faux. Non. Non. Chaque acte qu'on pose aura des conséquences, mais ne détermine pas. C'est lui-là qui est votre pasteur. Hein. Moi, je ne suis pas pasteur. Les actes qu'on pose auront des conséquences, mais ne déterminent pas. C'est ce que nous voulons pour nous demain. Cela peut avoir une incidence. Mais chaque individu a déjà ce qu'on appelle un prédestin. Quelque chose de prédéterminé. Tu peux entrer dans ta bénédiction comme tu peux détruire ta bénédiction à travers quoi? À travers tes actions. Voilà pourquoi j'ai dit les actions de conséquences. Mais déterminer, c'est faux. L'expression, l'idiot, je ne sais pas dans quelle école il est parti, parce que déterminer, c'est un peu compliqué, non? C'est pas déterminer, c'est conséquences. Les actions auront forcément des incidences sur notre vie, mais pas déterminer l'entièreté de notre vie. C'est un idiot. Regardez sa gueule qui est là. Alors, il dit, le fait d'avoir arrêté et extradé va déterminer quelque chose. Mais regardez bien comment son raisonnement est léger et bête. Et c'est un bâtard comme ça là qui attaque nos présidents. Écoutez bien, écoutez-le. Aujourd'hui, l'ex-président du Burkina Faso, le colonel Damiba, au président Ibrahim Traoré, et que 2 mois plus tard, il se fait exécuter
Et un mois plus tard, le président IB n'est plus président de la Guinée, plutôt du Burkina Faso. Quelle explication vous allez donner à vos pairs? Nous avons un petit manipulateur Écoutez bien. à la tête du Burkina qui a déjà fait enlever plus d'une quarantaine de personnes dans le sol où il se trouve, qui est en violation de tous les codes de démocratie. Il y a beaucoup de bâtards mal élevés, fils de pute, bâtard que tu es, Makoso. Je m'en fous. Ceux qui ne supportent pas mes insultes, vous êtes libres de partir. Alors, Ibrahim a enlevé une quarantaine de personnes. Waouh. Qui a dit, gardez vos maisons, les chiens vont venir, il faut les accueillir. Qui a dit ça? C'est Ibrahim qui a dit, ou c'est Alassane Ouattara qui a dit ça? Qui a brûlé, tué des gens de façon inhumaine à Nayo? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? Qui a violé les règles élémentaires de la constitution de l'État de Côte d'Ivoire? C'est Ibrahim ou c'est Alassane? Qui a dit le mandat présidentiel se limite à 2 mandats? Et je le répète, qui a dit? C'est Alassane Ouattara, c'est pas Ibrahim Traoré. Qui a dit je ne rentre pas dans ce faux débat de constitution? Qui connaît la constitution mieux que moi? C'est Alassane Ouattara ou c'est Ibrahim? C'est Alassane Ouattara. Qui a fait condamner Laurent Gbagbo sans aucune preuve contre toutes les règles élémentaires de la constitution de l'État de Côte d'Ivoire? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? C'est Alassane Ouattara. Qui a failli ou qui voulait abattre l'avion de Soro Guillaume? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? C'est Alassane Ouattara. Qui a fait arrêter le jeune Ziggy? Combien sont-ils détenus en prison pour avoir exprimé une opinion? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? Combien sont-ils en détention depuis des années qui n'ont jamais été jugés? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? Les Ivoiriens, vous êtes libres de me détester, de me haïr. C'est votre droit le plus absolu, c'est votre droit fondamental. Mais vous mentir à vous-même, même Dieu ne viendra pas à votre secours. Même Dieu ne viendra pas à votre secours. Même Dieu ne fera rien pour que vous puissiez échapper au feu de l'enfer. Alors, comment un idiot pareil va venir dire c'est lui qui veut nous donner les leçons? Alors que le plus grand dictateur de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, le plus grand voleur, un président qui a 340 milliards chaque année, pendant que son peuple végétile, Yamougodé, avec ta gueule pourrie, ta bouche qui sent la merde, bâtard, fils de pute, et c'est là qu'on va nous parler. Il faut te respecter. Yamougodé que tu es, Makoso. Ta fille, tu es en train de vendre des prostituées aux hommes politiques en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on ne sait pas? On est au courant? On est au courant? Comment tu vends ta fille, là? Sa mère, dans sa tombe, elle est en train certainement de mourir une deuxième fois. Alors, nous, il nous dit, Ibrahim était manipulateur. On va revenir, hein? Ibrahim était manipulateur, d'accord? Permettez-moi, je vais vous faire écouter. Si Ibrahim était manipulateur, bon, il faut parler, mon ami. Tout d'abord, tentative de déstabilisation déjouée du 3 janvier 2026, encore un complice qui passe aux aveux. Cette fois-ci, il s'agit du sergent-chef Salfo Yalwego, précédemment en poste à la garde républicaine. De vive voix, il explique son implication dans ce témoignage. Je suis le sergent Yalwego Salfo, matricule 12 180 10 463, en service à la garde républicaine, plus précisément au bataillon d'appui de protection des sites. Okay. Il y a de cela 2 semaines environ, un numéro inconnu m'a appelé plusieurs fois, dont je n'ai pas décroché. Okay. C'est là, quelques minutes plus tard, mon oncle LH Wimena Ali, commerçant de profession résident à Zinare, m'a contacté que de décrocher le numéro car c'est lui qui a donné mon numéro de m'appeler, que c'est son ami LH Sakandé m'a dit. Chose que j'ai fait faire, j'ai décroché l'appel. LH Sakandé m'a fait savoir qu'il veut me voir très urgemment, qu'on peut se voir à quelle heure. J'ai dit ok, je vais vous communiquer. Mais
3 jours plus tard, toute connexion fut établie. Et ça a été au terrain de l'appel à Ouagadougou, Alors, côté Est. je pense que ce que la Côte d'Ivoire nous a demandé, c'est ce que nous avons fait. La Côte d'Ivoire a toujours dit à travers son porte-parole que nous accusons sans jamais apporter la preuve. Merci à Diakité. Que nous accusons sans jamais apporter la preuve. Et j'ai dit à nos chefs d'État, il faut commencer à produire des preuves, sinon ça va être compliqué. Mais il ne s'agira plus d'apporter des preuves. Si une personne est impliquée, il faut que la personne soit arrêtée et jugée convenablement et correct en fonction de la Constitution. Il se plaint du retour de la condamnation à mort. Mais je vous dis une seule chose. Quand vous décidez de tuer le président, d'abord, pour bien comprendre la position de nos présidents, sortez de ces petits calculs de présidents démocratiquement élus. La démocratie n'existe pas. Vous pouvez vous mentir, vous leurrer, vous manipuler vous-même. Ça, c'est votre choix. Mais nous, on ne fait pas ça. Si la démocratie existait, c'est avec ça que j'ai commencé mon direct. Ce que nous voyons aujourd'hui, un président américain qui va enlever un autre président dans son pays parce que tu l'aimes pas, et vous appelez ça la démocratie? I'm so sorry, man. I don't believe that. C'est pas vrai. Si à la démocratie, la déontologie même de l'application de la démocratie aurait dit à Trump, ce que tu veux faire là, ça ne se fait pas. Tu as un problème avec lui, va porter plainte contre lui. Laisse les juridictions internationales. Si c'est un problème avec ton pays, tu as des leviers constitutionnels, mais pas d'intervenir militairement dans le pays. Mais parce que le Venezuela est un pays faible. Alors vous croyez qu'ayant vu ce qui s'est passé au Venezuela, d'où on va s'asseoir, on va pas s'équiper, on va pas s'armer, quelqu'un va venir comme ça chez lui et puis enlever nos chefs d'État. Donc, si vous croyez encore à cette histoire de démocratie, c'est votre problème, c'est vous que ça regarde. Nous, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. On ne fera pas élection chez nous parce qu'on ne croit pas aux élections. On ne fera pas d'élection au sein de l'AES parce qu'on n'y croit pas. Un point, c'est tout. On n'y croit pas. Et on n'en veut pas. Parce que si les élections devaient résoudre une situation, chez nous, beaucoup de choses seraient déjà résolues. Qu'est-ce que les élections ont changé chez nous? Qu'est-ce que les élections ont modifié chez nous? Dites-moi, je vous en prie, je vous écoute. Alors, quand Dabeba décide de tuer chez nous, quand Dabeba décide de s'attaquer, alors, je vais vous expliquer simplement pourquoi Dabeba a commencé à attaquer. Logiquement, ça ne devait pas se passer comme ça. Je le répète, si Dabeba m'écoute, il va mordre son doigt jusqu'à l'os. Il savait très bien que c'était pas ça. C'était pas comme ça. Alassane Ouattara était déboussolé, malade, incapable de trop s'impliquer. Et Dabeba, on a attendu là-bas, il voulait pas attendre. Il s'est dit, il faut frapper quand c'est chaud. La France ne pouvait plus intervenir parce que la France a été isolée. On a isolé la France à tous les niveaux. Et on a commencé à arrêter chez nous tous ceux qui sont impliqués, les éléments de la DGSE. On les a arrêtés et au Burkina, et au Niger, et au Mali. Donc, il faut avoir des éléments sur le terrain pour donner des informations. Alors, les éléments de la DGSE qui ne peuvent plus opérer ni au Burkina, ni au Mali directement, il a voulu passer à la vitesse supérieure. Sur quand vous écoutez toutes ces personnes qui ont été recrutées, elles ont été recrutées tout récemment. C'est les gens qui ont été recrutés récemment. La DGSE devait relayer les informations. La DGSE devait, puisque la DGSE, on a coupé l'herbe sous les pieds de la DGSE, chez nous, au Mali et au Burkina. La DGSE, on a cassé les yeux de la DGSE. La DGSE, on a percé les oreilles de la DGSE, on a cassé les pieds de la DGSE, on a cassé les mains de la DGSE. Donc la DGSE était paralysée au Mali, au Niger, au Burkina. Elle ne voyait plus, elle n'entendait plus, elle ne peut plus se déplacer, elle peut retenir. Donc la DGSE était inutile au sein de l'AES. Qu'est-ce que vous croyez? Et l'idiot pensait qu'il allait avoir des gens sur le terrain. Et c'est ce qu'il a fait. On l'a poussé à commettre des erreurs. Voilà comment il faut agir à la France. Quand vous laissez ces idiots-là agir dans votre pays,
c'est vous donner couteau à votre ennemi de vous égorger. Le petit bâtard de Bakos ne peut pas comprendre ça. Ça, c'est la géopolitique. Ça, c'est le niveau élevé. C'est parce que nous avons déstabilisé la DGSE au sein de l'AES. Les ambassades sont surveillées, les ambassades sont écoutées. Ils savent qu'on les espionne. Est-ce qu'ils vont prendre le risque? Ils ont préféré se retirer. Dabida, si tu peux faire quelque chose, fais toi-même. Si ça réussit, on te soutient. Tu échoues, on n'est pas avec toi. Voilà pourquoi personne n'est venu au secours de Dabiba lorsque son extradition a été demandée par le président de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré, le camarade capitaine. Personne. Mais avant, ils auraient pu s'opposer. Un chef d'État ne peut pas être extradé sans que certains... Non, c'est pas possible. Vous croyez que la CEDEAO n'était pas informée? Vous croyez que la France n'était pas au courant? Vous croyez que Ouattara ne savait pas? Mais personne ne voulait s'impliquer parce que Dabeba, on lui a dit, tu échoues, tu es seul. Tu réussis, on est avec toi. Voilà comment l'ordre mondial fonctionne. La DGSE pouvait rien faire pour lui puisque la DGSE n'avait plus de relais sur le terrain. On a arrêté tous les agents de la DGSE sur le terrain. Personne ne pouvait donner des informations fiables et crédibles. Ceux qui ont été contactés ne savaient même pas qu'eux-mêmes étaient pistés depuis le Togo et que l'information est remontée au Burkina. Alassane Ouattara ne sait pas à qui il a fait. C'est pourquoi quand nous disons ces petits bidables en Côte d'Ivoire, faites beaucoup attention parce que vous ne savez pas qui nous sommes. Nous sommes les élèves de Poutine, nous sommes des élèves de Xi Jinping. L'espionnage, ça c'est notre tasse de thé, tous les matins. Donc on est formé et on comprend comment le monde fonctionne. On a compris comment les choses évoluent. Vous croyez qu'on va s'asseoir là et puis vous donner l'opportunité de venir nous frapper? C'est fini. Vous allez venir couper la tête de qui? Pendant qu'on est assis. On te regarde et puis tu viens avec, on va te laisser, mais avant d'arriver là, quelqu'un va te tacler et puis t'arracher là, me couper ta tête avant que tu arrives ici. Dabeba a été lâché par la France, trahi par Ouattara, ignoré par la CEDEAO. Et il va faire face à la justice du Burkina Faso. Il sera condamné s'il est reconnu coupable avec la rigueur de la loi. Aucune faveur puisqu'il a été déchu de tous les titres qu'il avait. Il n'est plus ancien chef d'État. C'est pourquoi je dis à ces idiots qui passent sur les plateaux de télévision là, je sais pas si c'est au Togo ou au Cameroun là, il n'est plus ancien chef d'État. Il est déchu de tout ça. Il n'est plus dans l'armée. Il a perdu tous ses droits et titres quand il a commencé à s'attaquer. Parce que souvent, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Présentons les événements tels qu'ils sont. Ne faisons pas croire qu'on ne peut pas toucher à Dabeba, c'est un ancien chef d'État. C'est des bêtises, c'est des conneries. Allez vous cultiver, allez vous renseigner, parce que le Burkina l'a déchu de tout. Il n'est qu'un simple citoyen et un traître de la République, un traître de la nation. Il sera jugé, même pas avec une cour spéciale, un tribunal spécial, non. Vu qu'il a été déchu de tout, il n'y a pas de tribunal spécial, il n'y a pas de cour spéciale, rien. Il sera jugé comme un criminel ordinaire. Il ne bénéficiera de rien, il peut prendre ses avocats. Mais ses avocats pourront difficilement... Arrivé, il m'a salué et il a appelé un numéro, mais passé. Et la personne a commencé à me parler en ces termes. Ça va? J'ai dit ça va. Et à Ouagadougou, j'ai dit tout va bien. Il y a quelle nouvelle là-bas? J'ai dit tout va bien. Tu sais c'est qui? J'ai dit ah vraiment je ne vois pas c'est qui. Et ah bon? Ok. Et c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ok. Au téléphone. Ok. Chose que j'ai dit ah ok. Tout mes respects. Il dit bon, et après, on va causer avec toi. Et notre communication s'est arrêtée là-bas ce jour. Ok. 2 à 3 jours plus tard, El Sakandé m'a recontacté que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo souhaite me parler. Écoutez bien. Hein? Que je peux passer tout de suite. J'ai dit, vous êtes à quel niveau? Il m'a donné l'aliment qui était à son bureau. Chose qui fait, j'ai été
et il a appelé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo de passer. Ok. C'est là, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo m'a fait savoir qu'il est soldat comme moi, Ok. et il sait que c'est pas simple. Ok. Et tu ne demandes pas, mais j'ai une commission pour toi. Que la commission sera disponible soit demain ou après-demain avec un acte sacré que tu pourras passer récupérer. Alors, quand vous écoutez ça et on veut nous faire croire que ici, tous les éléments sont là. Tous les témoignages montrent que le monsieur, je vais parler de, bien entendu, de Paul-Henri, tous les éléments montrent qu'il est accusé. Tous les éléments montrent qu'il a le cerveau de toute cette tentative de, pas seulement de déstabilisation, mais de liquidation du président contre le capitaine Ibrahim Traoré. Mais je cherche, voilà, c'est ça que je vais vous faire écouter. C'est ça que je cherchais. Allez, on va écouter ça. Ce que nous combattons, c'est bel et bien, majoritairement, des Burkinabés. Je pense que vous pensez régulièrement vos raisons qu'il va falloir rentrer au pays. Oui, je pense que c'est pas seulement dans les pensées. Je pense que c'est une histoire de cœur. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Alain Foucault. Comment allez-vous? Je vais bien. Le pays ne vous manque pas. Comment vous vous sentez ici? Le pays me manque. C'est pourquoi j'ai dit, vous vous rappelez le jour où j'ai parlé, j'ai dit, on va demander à nos présidents, ils n'ont qu'à bien parler à Alain Foucault. Nous, on s'en fout, les journalistes, c'est son problème, c'est lui que ça regarde. Nous, ça ne regarde pas. Mais quand tu vas donner le micro à quelqu'un pour passer une information, il faut faire beaucoup attention. Et Alain Foucault, ici, il a donné le micro à Damiba pour faire passer une information. Et l'information, c'est juste après ça. L'interview, là, ça fait à peu près 8 mois. 7 ou 8 mois. Il dit, bientôt, je vais rentrer. Et quand j'ai vu ça, à l'époque, je n'avais pas écouté ce qu'il avait dit, mais j'ai vu le titre, je vais rentrer bientôt. Tu vois, j'ai dit, ah, attention, ça veut dire beaucoup de choses, je vais rentrer bientôt. Et je m'organise, chaque fois que je m'organisais pour faire un direct, pour dire qu'il y a un coup d'état qui est en préparation, mais il y a quelque chose qui m'empêchait chaque fois. Chaque fois, il y avait une autre activité, il y avait une autre information, il y avait un autre défi politique. Donc, jusqu'à ce que les audios commencent à sortir. C'est là que je vous ai dit, vous savez, je peux décider de sortir, mais Dieu peut m'empêcher de parler. Je peux m'organiser, et puis je vais parler de ça, il y a tout de suite. Il y a des fois, je m'organise, et je suis prêt, je vais lancer, et puis il y a autre chose qui vient. À la dernière minute, il y a tout de suite un sujet, et puis je laisse tomber. Quand j'ai vu, il dit, bientôt Damiba au Burkina, c'est ce que j'ai lu, j'ai dit, wow, ça c'est un message. Attention, il y a un coup d'état que je prépare au Burkina. Mais je n'avais pas encore écouté le contenu de son entretien avec Alain Foucault. J'ai vu le titre, j'ai dit, et puis j'ai sauvegardé. J'ai mis dans mes bases de données. J'ai dit, d'accord, je vais écouter et puis on va discuter. Mais chaque fois, quelque chose, jusqu'à ce que quand les audios ont commencé à sortir, c'est comme si tu dis, voilà, maintenant tu as parlé. Parce que si tu parlais là, on va dire que tu es un menteur, ou tu risques même de dire des choses, et les gens vont dire, mais est-ce qu'il était au courant du coup? Souvent Dieu vous protège, hein. Vous pouvez avoir des informations, mais si vous sautez l'information, je vous jure, si vous sautez l'information, souvent les gens, il sera difficile pour certaines personnes de dire que vous n'avez pas été informé, parce que les éléments que vous allez avancer seront tellement corrects que les gens peuvent se poser beaucoup de questions. Ce qui fait que j'ai laissé. Et quand je suis arrivé, finalement, j'ai évidemment, mais je suis également dans de bonnes conditions à Lomé. Et je suis tout autant pressé de retrouver le pays de mes parents. Écoutez bien, donc, il y avait toujours des codes. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas allé à Harvard pour avoir un diplôme de journaliste. Mais je ne crois pas qu'il y ait un journaliste sur la terre des hommes en ce moment-ci, en 2026, qui avait son PhD en journalisme ou quoi que ce soit. Et s'il dit qu'il connaît Allah Kama, je demande à Dieu, faut venir, je vais te déshabiller, tu vas retourner à Harvard encore aller apprendre. Je rentre bientôt. Je suis pressé. Ça, ce sont des codes.
pour dire que quelque chose se préparait au Burkina. Dieu merci, je n'ai pas écouté et je n'en ai pas parlé jusqu'à ce que les audios sortent et jusqu'à ce qu'on mette la main sur ses complices au Burkina Faso. Le code, je suis pressé. Je suis sûr que tous les stratèges militaires qui ont écouté ça, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles certainement le renseignement burkinabé a pressé les choses. Parce que il a donné beaucoup d'informations sur ses intentions réelles, ce qu'il préparait dans l'ombre contre le Burkina. À travers cette interview-là, il a trop parlé sans se rendre compte. Il a donné des codes qui ont été décryptés par le renseignement. Parce que ne croyez pas que le renseignement se met seulement à espionner les gens. Le renseignement, il y a des spécialistes qui sont là, qui écoutent quand vous parlez. Ils vous écoutent, surtout que si vous êtes, s'ils ont l'œil sur vous, là, tout ce que vous faites est scruté à la loupe. Les moindres détails sont regardés. Je vous ai dit que nous sommes les élèves du FSB. Et puis, comme le renseignement chinois, on dit le dragon à 1000 têtes. C'est comme ça qu'on appelle le renseignement chinois. Ils sont partout. Même cuisiniers, chauffeurs de taxi, ils sont partout. Ménagers, ils sont dedans. Vendeur de charbon, il est du renseignement. Le pays, il va falloir que vous pensiez que je pense que vous pensez régulièrement à vos raisons qu'il va falloir rentrer au pays. Oui, je pense que c'est pas seulement dans les pensées. Je pense que c'est une histoire de cœur. Le sang qui coule dans mes veines est burkinabé. Et je pense que le retour au pays, en tout cas, n'est pas un sujet qui ne revient pas, en tout cas, dans mes pensées tous les jours. Ça ne fait pas débat. Mais lorsque l'on pense ainsi au pays, je suppose qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour pouvoir retrouver le pays, Écoutez, avec les autorités locales. Voilà comment le renseignement burkinabé, il faut tirer le chapeau. Ah, j'ai pas de chapeau, mais on fait semblant quand même. Ok, j'ai pas de chapeau, mais on fait ça comme ça. Renseignement burkinabé, shalom, bravo, bravo. Parce que ici, là, l'idiot s'est tué lui-même sans se rendre compte. L'idiot d'Amiba, là, il s'est tué ici. Et c'est pas, je sais que le renseignement burkinabé va dire, capitaine, pardon, il faut appeler notre frère Maniel, il n'a qu'à venir, on travaille ensemble. Sa tête là, ça travaille trop. Ici, il s'est tué l'idiot sans se rendre compte. Dabeba s'est crucifié ici sans se rendre compte. Par exemple. Ceux qui ont pris votre fauteuil. Non, je pense que c'est pas dans ces termes-là qu'il faudra poser ça. Et je pense que la porte du pays n'est pas fermée. J'ai préféré ce recul-là également. Quand vous parlez, là encore, je vais donner à mes détracteurs le temps d'aller se reformer, se ressourcer. Il y a ce qu'on appelle le langage corporel. Quand vous parlez, le langage corporel, le regard, l'expression du regard quand vous parlez, l'articulation des mots, comment vous le faites, avec quel regard, tout ça, ça s'enseigne, ça s'apprend dans le renseignement. Et l'idiot, il croyait qu'il avait affaire à un renseignement qui sous-traitait toujours avec la DGSE. Mais il n'a pas compris que le renseignement de l'AES a pris un niveau exponentiel dangereux, que même les petits blancs ont peur du renseignement de l'AES. Quand il parlait, le visage trahissait les paroles qui sortaient de sa bouche. Allez-y, je vous en prie, après mon direct, allez-y télécharge, allez-y sur Google, Damiba rentre bientôt au Burkina. Et puis vous écoutez. Faites beaucoup attention à ce que je suis en train de vous dire. Regardez le visage, l'expression du visage quand il parle. Vous comprenez tout de suite que l'expression du visage trahit les paroles qui sortent de sa bouche. L'expression du visage trahit. Vous regardez le visage, ce qu'il dit, ce n'est pas ce qui se reflète. En français simple, ce qui sort de sa bouche, c'est pas ce qu'on voit sur le visage. Donc le visage cache quelque chose qu'il ne dit pas. Et c'est comme ça que le renseignement l'a traqué facilement. Et puis ça a accéléré les choses. Permettre aux nouvelles autorités de conduire selon leur vision pour la stabilité du pays. Et puis, vous commencez par la genèse. Permettre aux autorités de faire ça aussi, c'est une expression qu'il n'aurait jamais dû utiliser. En fait, il s'est crucifié lui-même sans se rendre compte. Alors, comme l'objectif n'est pas de faire il était déjà arrêté, puisqu'il dit, je suis pressé de rentrer. Dieu a exaucé ses vœux, il est rentré au Burkina. Oh, mais il n'est pas rentré, il est au Burkina, non, il est rentré. Donc,
Ses vœux ont été exaucés, il est rentré au Burkina, mais pas comme il le voulait, mais selon la volonté de Dieu. Il est rentré menotté, il est rentré et il est actuellement en détention parce qu'il sera jugé pour autotrahison, tentative de déstabilisation, atteinte au crédit. La liste est longue et je ne peux pas tout citer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est fondamental. Ne soyez pas des esclaves de salon. Arrêtez d'attaquer votre pays pour faire plaisir aux petits blancs. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui, je vous en prie, ce qui se passe à Davos, dans ce forum économique mondial. Vous n'avez qu'à regarder comment Donald Trump a ridiculisé l'Occident. Comment Donald Trump se croit l'empereur du monde. Quand nous disons que nous ne croyons pas à cette démocratie, nous n'avons rien contre qui que ce soit. Mais cette démocratie a creusé sa propre tombe. Et vous n'avez qu'à regarder de près pour comprendre ce qui est en jeu. Ici, le Burkina, le Mali, le Niger, on ne s'amuse plus. Mais ce qui est fondamental, ce qui est intéressant pour vous et pour moi, et pour pour tout le peuple de l'AES, oui, c'est vrai, YouTube, merci infiniment à chacun de vous. Merci infiniment à chacun de vous. Merci. Ce que vous devez retenir de façon fondamentale, le plan de la France a échoué avec l'arrestation de Damiba. Et le Togo va connaître des tensions énormes dans les semaines, les mois à venir. Puisque le Togo continue de traiter avec la DGSE. Et moi, le conseil que je peux donner au peuple togolais, au gouvernement togolais, dans tous les cas, comme je dis toujours, aucun palais présidentiel en Afrique de l'Ouest ne m'est fermé. Aucune primature en Afrique de l'Ouest ne m'est fermée. Volontairement, je décide de ne pas aller au contact de mes autorités. C'est un choix personnel. C'est pas que je ne peux pas. Les ambassades sont là, je peux demander, et puis je vais, je demande audience dans une ambassade, et puis je rencontre le président. Il y a beaucoup de ministres et de premiers ministres qui souhaiteraient que je vienne, puisque j'ai des échos. Mais personnellement, j'ai dit, je ne veux pas, parce que c'est pas joli. C'est pourquoi j'insulte. Les idiots ne comprennent pas. Moi, j'insulte pour que les gens disent, ah, Keïta, il est grave, on va le laisser. C'est fait à dessein. C'est fait exprès. Le Togo sous-traite toujours avec la DGSE et j'ai bien peur pour Faure Gnassingbé parce que ce qu'il vient de faire, Faure Gnassingbé vient de crucifier la France. Faure Gnassingbé vient de détruire et d'anéantir tous les espoirs et de Ouattara et de la France. Parce que Ouattara avait besoin de ça pour restaurer son image auprès de la France. Déstabiliser l'AES pour que la France intervienne. C'était ça le coup. Mais quand le Togo ils avaient besoin d'un élément. Ils avaient besoin de quelqu'un. C'était Damiba. Et si Damiba n'est pas là, parce que si tu fais quelque chose, il faut que tu aies quelqu'un qui ils vont placer. Le temps qu'ils vont commencer à chercher, trouver quelqu'un d'autre, nous, on sera beaucoup plus renforcés, plus aguerris, plus déterminés et plus engagés, plus vigilants. Damiba était leur espoir. C'est pas seulement Damiba qui douche les espoirs de la France ou de Ouattara. Donald Trump est en train de créer tout ce qu'il y a comme merde en Europe. Donc ça occupe la France. Et Macron fait face à des probables destitutions où, en tout cas, il y a des remous sociaux à l'intérieur de la France. Et Donald Trump en rajoute. Donc, la France est sérieusement bien occupée. Je vous ai toujours dit que si Dieu veut vous aider, il ne descendra pas pour dire fais ça. Il envoie des hommes, il crée des mécanismes et chacun doit décider en fonction des opportunités. Et nous avons choisi l'opportunité Macron.
pour nous affranchir. Le Canada a choisi l'opportunité Trump pour s'affranchir, et beaucoup de pays. Poutine et la Chine, ils sont en train de s'affranchir parce que eux ne prennent plus le dollar pour faire leur business. Et si les gens n'ont pas encore compris, c'est grave. Donc le fait de reconduire Begré Mambé, c'est parce que Ouattara n'a plus d'option. Et Ouattara aujourd'hui, comme Emmanuel occupé en France, Ouattara est bien occupé. État de santé, remous politique, il a plein de choses à gérer, puisqu'il y a des fonctionnaires, des hauts cadres, qui se sont présentés comme candidats indépendants, qui ont gagné devant des candidats RHDP, des gens qui ont été démis de leur fonction. Il y a tellement de choses, tellement de bêtises. De la Côte d'Ivoire à son niveau aussi est beaucoup occupé à gérer ses propres problèmes internes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Ouattara qui perd gros parce que l'implémentation de la monnaie éco, ça va être compliqué parce que le Togo risque de, même si le Togo n'intègre pas l'Alliance des États du Sahel en tant que membre, le Togo peut l'intégrer avec la monnaie parce que je ne crois pas que les pays de l'AES, les peuples même ne vont pas pardonner à nos présidents d'intégrer l'ECO. On ne va pas intégrer l'ECO et si nos présidents veulent le faire, je crois que le peuple va leur dire non, ne le faites pas, on ne veut pas. Et je suis sûr qu'au moment venu, c'est tellement qu'un référendum sera organisé dans nos États pour que nos peuples se décident si oui ou non on doit intégrer l'ECO. Et je vous jure, ce sera comme en 58 avec la Guinée. On va refuser. Les peuples vont dire non, on ne va pas intégrer l'ECO. Parce que le problème, c'est quoi? Ils veulent implémenter l'ECO, mais en même temps, ils disent que nos présidents ne sont pas souverains. Mais ils veulent que nos présidents intègrent l'ECO. Comment vous dites que des présidents qui ne sont pas souverains, vous voulez qu'ils intègrent? Mais nos présidents auront, et ils vont dire, nos présidents ne peuvent pas aussi, ils vont dire que nos présidents ne peuvent pas s'opposer, que nos présidents doivent accepter parce que les présidents qui ont été déchus, qui ont été démocratiquement élus, ont donné leur aval. Le Mali a été rappelé, je me rappelle, Jean-Claude Brou s'est cru le gendarme, puis il envoie une lettre à Simi, ça leur a fait mal, ils disent, bon, on envoie une lettre au président Goïta, et puis c'est sur les réseaux. Vous n'avez pas fait ça avec le Mali? Quand on a envoyé une lettre à Ouattara, Ouattara n'a pas mis ça sur les réseaux. Alors donc, notre président, ils vont dire, d'accord, comme vous dites que nous, on n'est pas démocratiquement élus, mais comme le peuple est souverain, on va donner la parole au peuple, donc on va organiser un référendum. Si les peuples de l'AES disent, on n'a qu'à intégrer ECO, on va intégrer. Si les peuples de l'AES disent, on va pas intégrer ECO, on va pas intégrer. Parce que vous pensez qu'on n'a pas de stratégie pour pouvoir répondre à vos attaques. Bon, c'est vous qui avez créé le référendum, c'est pas nous. Donc, nos présidents, ils vont aller au référendum. Si vous voulez qu'on rentre dans l'école, là, nos présidents, d'accord, ils vont organiser un référendum et vous savez, comme la Guinée, on va rejeter l'éco en bloc. Tous les 3 pays, on va rejeter, on veut notre propre monnaie. Le peuple est pressé et les présidents savent que les peuples ne veulent pas intégrer l'éco. Mais pour donner plus de valeur, plus de poids à ça, ils vont donner la parole au peuple. C'est ce qui risque de se passer, c'est ce qui va se passer. Et nous allons rejeter notre adhésion à l'éco et créer notre propre monnaie. Et c'est là que le Togo va quitter, pas la CEDEAO, mais le Togo va quitter la zone franc, c'est ça, la zone, oui, la zone franc CFA. Parce que, et ça va être compliqué parce que le Ghana ne va pas intégrer comme ça. Les Ghanéens veulent leur monnaie, ils vont pas laisser tomber leur monnaie. Le Nigeria veut son Naira, il va pas laisser tomber. Parce que le problème c'est quoi? Macron dit à Ouattara, implémenter l'éco au sein de l'UMOA d'abord. Si les autres voient la performance économique de l'éco au sein de l'UMOA, en ce moment-là, les autres membres de la CEDEAO pourront intégrer. Mais si dès la mise en place de l'éco, 3 pays sur 7 quittent, tout de suite, c'est fini, on ne peut pas implémenter. Pourquoi jusqu'à présent ils ne peuvent pas le faire? Parce qu'ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous pousser. Ils ont peur de nous voir réagir. Sinon, il y a longtemps, Ouattara voulait lancer. Parce que ce sera l'héritage politique de Ouattara. Malheureusement, il n'a aucun héritage politique à part les manipulations, les arrestations, les mensonges, l'arbitraire, tout ce que vous connaissez. Donc, quel est l'héritage politique de Ouattara? C'est de réussir l'intégration de l'ECO au sein de la zone UMOA.
Mais si 3 pays sortent déjà, ça reste comme les 4 là, forcément, il y aura dévaluation. Parce que déjà, le Sénégal va poser un problème parce que le FMI aujourd'hui est en train de créer tous les problèmes au Sénégal. Le FMI veut obliger le Sénégal à adopter ce qu'on appelle un plan d'ajustement structurel. C'est pourquoi je dis que la Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri. C'est le même FMI qui félicite Ouattara devant les Ivoiriens. C'est le même FMI qui accompagne la Côte d'Ivoire à masquer les vrais chiffres. Comme le FMI l'a fait et la Banque mondiale avec Macky Sall. Maintenant que les audits ont fait sortir les vrais chiffres, la Cour des comptes a fait sortir les vrais chiffres, maintenant, ils disent, le Sénégal ne peut pas payer sa dette. Il dit, mais c'est pas vous qui veniez ici, là, avec Macky Sall, pour dire que la dette sénégalaise, elle est bonne, elle est contrôlée, elle est soutenable. Maintenant, vous venez dire à ces nouvelles autorités, en fait, ils veulent mettre des bâtons dans les roues de Sonko et de son frère Diomaye pour les empêcher d'atteindre les objectifs. Pourquoi le FMI fait ça? Je voudrais que les Sénégalais comprennent ici rapidement. Permettez-moi de faire une petite ouverture avec le Sénégal. Ousmane Sonko est allé vendre le Sénégal en termes d'argent, en termes d'économie. Ousmane Sonko est allé vendre les potentialités du Sénégal ou en Chine. Et Ousmane Sonko est en train de réaliser quelque chose que l'Afrique n'avait pas compris. L'intégration économique sous-régionale. La Mauritanie, et puis un certain nombre de pays. Il dit, nous on a ça, vous avez ça, travaillons ensemble, et puis créons notre marché ici. Et déjà le FMI qui est supposé être le gardien des intérêts occidentaux, le FMI qui doit accompagner, parce que pour réaliser ce genre de projet, il faut des prêts. Maintenant le FMI dit, ah, nous on peut pas prêter l'argent au Sénégal encore. Est-ce que vous voyez? On peut pas, parce que le Sénégal veut, vous vous rappelez aussi que Diomaye est allé vendre le même Sénégal devant Trump. Et Diomaye, je vous rappelle encore, les Sénégalais, ils sont où là? Ils n'ont pas venir ici. Prenez ça, donnez ça à vos frères sénégalais. Ils n'ont pas écouté. Que s'est-il passé encore? Quand Diomaye est venu des États-Unis, Macron organise une rencontre avec les entrepreneurs français. Et Diomaye est l'invité spécial pour aller présenter les atouts et les opportunités que le Sénégal peut offrir. Mais le Sénégal est indépendant depuis 1960. Macky Sall était là. Alors, il semble que la vision de Sonko est cette vision que veut le Sénégal. Et Diomaye, malgré qu'il va dans ces genres de rencontres, Diomaye fait beaucoup attention pour ne pas heurter la sensibilité. Parce qu'il a tenté une fois, il a vu tout de suite que les Sénégalais ont dit, on te connaît pas, c'est Sonko qui a parlé de toi. Donc ne crois pas qu'il est au-dessus de Sonko, même si tu es président. Et là, Diomaye a compris tout de suite que s'il veut faire certaines choses pour faire plaisir à d'autres, politiquement, il est grillé. Il est grillé, c'est fini pour lui. Donc, il fait beaucoup attention. Alors, comme Sonko est celui qui envoie cette image, cette idée, il faut, alors le FMI dit, si vous voulez vendre l'image du Sénégal et que c'est nous qui devons financer ça, on n'est pas prêt, votre dette est trop, vous devez payer, faites ça. Donc, en fait, le FMI veut empêcher le Sénégal, avec ces autorités-là, de développer, de dérouler et d'atteindre leurs objectifs. Voilà comment en Afrique on est piégé avec ces institutions de voleurs, de criminels, ces bâtards qui sont à la tête du FMI, qui veulent dire au Sénégal ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Alors que c'est eux qui ont accompagné Macky Sall. Ils ont oublié qu'ils ont accompagné Macky Sall dans sa folie. Mais là que ceux-là, ils sont en train de redresser l'économie, mais le Sénégal a découvert un puits pétrolier énorme, pétrole et gaz énorme, qui balance la Côte d'Ivoire derrière. Mais qu'est-ce qu'il faut? Si on les laisse exploiter, si on laisse la Chine venir au Sénégal, c'est fini. Mais pourquoi croyez-vous qu'il n'y a pas l'arbre au Danemark avec cette histoire de Groenland avec les États-Unis? Ça coûte des ressources. Pourquoi Nicolas Maduro a été enlevé? Ça coûte des ressources du Venezuela. Pourquoi la Syrie a été détruite? C'est à cause des ressources en Syrie. Pourquoi l'Irak a été attaqué? C'est à cause de ses ressources. Pourquoi la Libye? C'est à cause de ses ressources. Et c'est la même chose qu'ils veulent faire avec le Sénégal. Empêcher les investissements.
Et c'est là, Sonko a été clair. Il dit au FMI, ce que je vous dis, c'est ma position, c'est la position du président, c'est la position du gouvernement, et c'est la position du peuple sénégalais. Et donc, ça devient tendu. Pourquoi? Parce que la France ne devait pas perdre la face. La France sait ce que Sonko pense d'elle. Macron sait ce que Sonko pense de lui. Donc, c'est pourquoi les gens ont voulu créer ce narratif de bruit entre Sonko et Diomaye. Et Sonko, qui comprend mieux la politique, a tout de suite compris que s'il veut faire d'une certaine manière, il va manipuler Diomaye. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait preuve de sa sagesse, de son intelligence, de sa maîtrise, et, comment on dit ça? Les ragots, les quoi là, sont, bon, c'est le combat aujourd'hui au Sénégal. C'est pas seulement le Sénégal. Nous, on n'a pas encore commencé à exploiter nos ressources. Mais pourquoi il y a cette guerre qui ne finit pas dans le nord du Mali? Parce qu'on ne veut pas nous voir exploiter notre ressource. C'est ce qu'ils disent. Et ils payent des jeunes gens, surtout ceux qui ont fui le pays pour aller s'asseoir à Abidjan. Ils ont des activistes sur les réseaux qui attaquent le président Goïta à tous les niveaux. C'est la même chose. Vous avez entendu ce bâtard de Makosso parler du capitaine Ibrahim, et Dieu seul sait qu'on me montre un seul pays en Afrique qui est en train de se développer comme le Sénégal et qui ne s'est pas surendetté. Mais pourtant, c'est le Burkina, c'est le peuple burkinabé, c'est eux qui sont en train de financer le développement du Burkina. Ça, c'est une réalité que tout le monde connaît. Mais on veut faire passer Ibrahim pour autre chose qui ne l'est pas. Et nous, notre rôle aussi, c'est de veiller à ce que la vérité soit dite. S'il y a une manipulation, on sort et puis on contredit, on avance. On ne permettra pas ça parce que